Salut Internet, dis-moi, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui accordent du crédit aux légendes urbaines? Je dois bien t'avouer que parfois moi je suis plutôt tentée d'y croire quand elles me parviennent aux oreilles. Mais je sais la plupart du temps pourtant qu'il s'agit d'histoires inventées toutes pièces, pleines de croyances et d'idées reçues. À la base je voulais faire la meuf trop pleine d'esprit critique en mode ouais mais de toute façon dans légendes urbaines il y a légende donc vous voyez le crédit qu'on y accorde, bon voilà. Mais certaines d'entre elles sont assez troublantes. Après tout, qui n'a jamais eu envie de croire à une histoire racontée avec tellement de verve qu'on remet en cause notre perception de la réalité? L'exemple de la Dame Blanche par exemple. Mais il m'a terrifiée par le passé. J'ai cru. Et encore aujourd'hui, j'évite de regarder dans le rétroviseur quand il est minuit. En me renseignant sur internet, je me suis dit qu'on pouvait classer les légendes urbaines selon deux catégories. Il y a celles qui prennent un point d'ancrage dans la réalité et qui sont souvent très proches de la théorie du complot. Par exemple, il y a des pastilles anti-vomitives dans les McDo. Ou encore Napoléon serait breton mais pas corse. Bon, je te l'accorde, celle-là elle est pas très connue. Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture dans les années 60 et serait depuis remplacé par un sosie. D'un autre côté, il y a des légendes urbaines un peu plus folkloriques, propres à un pays, à un comté, à un village. J'ai vu un tweet sur internet qui parlait de légendes urbaines et ça m'a bien donné envie de lancer cette petite série de vidéos. Et le tweet concernait les légendes urbaines aux États-Unis. Du coup, c'est par là que je vais commencer. Bon, alors concrètement, les États-Unis, c'est quoi? C'est 50 États-Unis. C'est 10 millions de kilomètres de superficie, c'est 300 millions d'habitants quand même, et c'est une source absolument intarissable de fantasmes et de débats depuis assez longtemps maintenant. Je crois qu'aujourd'hui on a un rapport assez particulier aux États-Unis entre dégoût provoqué par une réalité bien trop violente et vieux reste d'un rêve américain. Dans tous les cas, c'est une histoire assez passionnante d'un point de vue européocentré surtout, je crois. Et encore. Mais forcément un pays aussi grand regorge de mythes, de légendes assez passionnants je crois, et il peut vraiment être intéressant de s'y pencher. Je te propose donc pour cette vidéo de te plonger dans les limbes abyssales états-uniennes afin de connaître pour chaque état quelle légende urbaine existe. État numéro 1, l'Arkansas. Quand j'étais petite, j'adorais les aires de jeux pour enfants. C'était un lieu que je trouvais absolument plein de vie, plein de copains, trop cool, dans lequel je pouvais me défouler et j'adorais par-dessus tout la balançoire parce que pour peu que je me balance assez fort, je pouvais toucher les étoiles. Par contre, je les ai toujours trouvés un peu glauques dès lors qu'ils commençaient à se vider et que le vent commençait à faire se balancer les balançoires justement toutes seules. Le vent seulement, à Huntsville en Alabama, se trouve un des plus vieux cimetières de l'État. Il a été fondé en 1822 et a une superficie de 35 hectares quand même, ce qui fait de lui le plus grand cimetière d'Alabama. Oui bon, je me répète. Tu me vois venir? Bien vu. Au cœur de ce cimetière se trouve une petite aire de jeu, mise à disposition des enfants quand leurs parents viennent se recueillir dans le cimetière. Alors l'idée est plutôt sympa, hein, un enfant ça s'ennuie dans un cimetière, mais quand même faut avouer que le lieu fait un peu froid dans le dos. Surtout que dans les faits, ce ne seraient pas des enfants vivants qui viendraient y jouer. Le Dead Children's Playground, ou aire de jeu pour les enfants morts, serait réputé comme étant hanté. L'esprit des enfants morts viendrait y jouer la nuit, histoire de passer un peu le temps dans la mort. Cette histoire est alimentée par une rumeur qui dit que dans les années 1960, il y a eu une série de kidnappings à Huntsville et que les corps des enfants ont été retrouvés aux alentours de cette aire de jeu. Évidemment, les chasseurs de fantômes y vont à cœur joie et les témoignages racontent que si on va dans ce cimetière la nuit, un peu trop tard, on peut entendre près de cette aire de jeu des enfants chantonner, des enfants jouer, des enfants qui interpellent les personnes qui passent. Apparemment, le toboggan ferait même un bruit de grincement et la balançoire continuerait de se balancer tranquillement. À ce jour, l'aire de jeu a été déplacée un peu plus loin dans le cimetière, faute de place pour les sépultures, mais ça n'empêcherait pas les enfants de venir s'amuser. État numéro 2, l'Alaska. Je ne sais pas pour toi, mais moi l'Alaska ça me fait absolument rêver. Entre ces paysages avec des chaînes de montagnes où les neiges éternelles ne périssent jamais, ces grands lacs glacés, ces forêts immenses où la faune
n'a peur de rien ni de personne et où la nature n'obéit qu'à elle-même, ces grands déserts humains et ces aurores boréales qui font partie du paysage, mais je ne veux que y aller. Il s'agit du plus grand état des États-Unis, mais il est aussi le moins densément peuplé. Les villages y vivent de façon éparse, les gens vivent en petites communautés. Mais s'ils ont bien une légende à partager, c'est celle de Kushtaka. Le Kushtaka hante depuis la nuit des temps le sud-est de l'Alaska. Et les natifs américains déjà présents à l'époque en avaient terriblement peur. Et pour cause, ce n'est pas l'abominable bonhomme des neiges que l'on connaît en Europe. Non, le Kushtaka est beaucoup plus vicieux. C'est un homme mi-homme, mi-loutre qui peut susurrer à ton oreille quand tu te promènes des cris d'enfants, de bébés en danger. Afin d'attirer les personnes hors de leur campement, il va mettre à profit cette technique. Il va tuer le malheureux qui se dirige vers lui. Il va prendre son apparence et il va retourner au campement l'air de rien, histoire de finir le travail. Gare à celui qui s'approcherait trop près du Kushtaka. Il serait d'ailleurs très inamical et pourtant les légendes disent qu'il est aussi un excellent farceur. Donc bon, tuer des gens voilà, mais bon, si on peut rigoler à côté. En tout cas, si un jour tu te promènes en Alaska, méfie-toi si t'entends un bébé qui pleure. On sait jamais. État numéro 3, l'Arizona. Après la fraîcheur de l'Alaska, je t'emmène mourir de chaud au fin fond de l'Arizona. Là aussi on fait face à des déserts humains, mais celle-ci est plutôt liée à l'extrême chaleur que connaît cet état dont la réputation n'est plus à faire, grâce notamment à la ville de Phoenix et au Grand Canyon. Pour des raisons qui m'échappent, l'Arizona est propice aux mythes et aux légendes. Mais je vais te parler de The Slaughterhouse Canyon, le canyon de l'abattoir. Le canyon. La ruée vers l'or est l'un des points de départ du rêve américain. Imagine simplement être une personne du 19e siècle, un petit américain lambda en quête de réussite animé par un désir qui te dévore de l'intérieur et peut te faire perdre le sens de la réalité. Animé par une fièvre intarissable qui te pousse à quitter ton foyer, ta famille, ta vie, dans le but de toucher du bout des doigts à ce que des milliers de personnes aspirent avec la même vigueur que toi. Oui, imagine-toi pauvre, désespéré. Une rumeur t'est parvenue aux oreilles, celle de promesses de richesse, de réussite. En un seul mot, l'or. Cette rue vers l'or en a rendu plus d'un fou, autant qu'elle en a rendu riche d'ailleurs. Certains sont morts d'accidents, certains sont morts de faim, de maladie, de froid, d'autres sont repartis terriblement déçus. L'histoire que je vais te raconter est un peu le symbole de cette déception et des conséquences qu'a pu avoir cette ruée vers l'or sur les familles. Le canyon de Luana, plus connu sous le nom de Slaughterhouse Canyon, abritait une petite famille très modeste qui vivait dans une cabane en bois. Le mari, qui n'aspirait qu'à offrir une meilleure vie à sa femme et ses enfants, se mit en tête de partir à la conquête d'or. Il se mit donc en route et toutes les 2 semaines, il partait, pendant 2 semaines, dans les montagnes à la recherche de nourriture pour sa famille et d'or. Quelle chance ça a été, les trouvailles étaient fructueuses au début. La famille pouvait manger ce que le père leur rapportait et ils ont vécu un certain moment comme ça. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et un jour, le mari partit pour une ultime expédition. Il mourut sans que personne ne le sache et Luana attendit son mari plusieurs jours après son supposé retour avant de se rendre compte qu'il s'était peut-être passé quelque chose de très grave. Évidemment, elle avait ses enfants à charge donc elle ne pouvait pas faire grand chose à l'abri de ce canyon. Et la famine commençait à poindre. Les enfants incessamment réclamaient, quémandaient de la nourriture à leur mère qui ne pouvait subvenir à leurs besoins. Et elle sombra lentement, très lentement dans la folie. Sans son mari, sans nourriture, avec les cris de ses enfants au quotidien, Luana ne pouvait plus faire face à la réalité. Un jour, en pleine crise de folie, elle enfila sa robe de mariée, tua ses enfants, les découpa en morceaux. Sa robe ainsi que les murs de la cabane furent maculés de sang. Elle emmena le reste de ses enfants auprès d'une rivière, jeta les morceaux dedans et s'écroula de désespoir. Elle hurla, hurla, hurla jusqu'à ce que la famine ne l'emporte. Aujourd'hui, beaucoup de touristes et de locaux disent entendre des lamentations venant du fond du canyon. Serait-ce les cris de Luana que l'on entendrait encore? État numéro 4, l'Arkansas. Tu trouves cette histoire glauque? Attends voir un peu, je t'emmène à Quitman dans l'Arkansas. Ce village est au croisement de la route qui mène à Memphis et à Conway notamment. Et durant la guerre de sécession, les soldats venaient souvent s'y poser. Quand je me pose 5 minutes et que j'essaie d'être au minimum rationnel et pragmatique, je me dis que les histoires de fantômes ne peuvent pas exister.
Ça a quelque chose de rassurant parce que personnellement tout ce qui a trait à la mort me fait assez peur. Floyd et Aline Bettis sont emménagés dans les années 50 à Quitman et ont eu dans la foulée un enfant du nom de Gerald. Le petit Gerald avait tout pour être heureux, hein. Malheureusement ça a été un enfant extrêmement difficile, rejeté par tous les autres enfants et qui avait une certaine passion pour le kidnapping et la torture des chats et des chiens errants ainsi que ceux du voisinage. Ça lui a d'ailleurs valu le surnom de Dogman. Un jour, la torture des animaux ne lui a plus suffi. Il s'en est donc pris à ses parents qui l'a enfermé dans la maison et qui l'a affamé pendant très longtemps. En 1981, Floyd Bettis serait mort, soit parce qu'il se serait suicidé en se jetant du haut des escaliers, soit parce que son fils l'y aurait poussé, on ne sait pas vraiment. Gerald terrorisait tout le monde et il mourut à 34 ans d'une overdose de drogue. Dans tous les cas, certains disent que la maison est hantée aujourd'hui et qu'on peut voir une ombre avec une veste marron et un chapeau à la fenêtre du dernier étage de la maison. Est-ce que ce serait Gerald? Est-ce que ce serait son père? On ne sait pas, mais un jour, un médium qui s'y serait rendu aurait dit « N'approchez pas de cette maison, Gerald vient de m'en chasser, faut pas y aller », alors que la maison était en vente depuis un moment déjà. Alors, enfant traumatisé par le harcèlement scolaire, incarnation du Satan sur Terre, on ne saura jamais. État numéro 5, la Californie. Ah, la Californie. Los Angeles, Sacramento, San Francisco, Hollywood, la Silicon Valley. Tant de lieux culturels et à la pointe de la technologie qui donnent des étoiles plein les yeux. Le soleil, la mer, les plages de sable fin. Ah. Oui, bon, je suis en plein cliché, mais quand même, la plate et énorme Californie avec ses 40 millions d'habitants a quand même de quoi faire rêver. Cet état a évidemment son lot d'histoires à raconter. Et connaissez-vous l'histoire des Dark Watchers? Ces sombres observateurs étaient déjà connus des natifs américains ainsi que des conquistadors espagnols qui parlaient de vigilantes oscuros. Ce seraient des silhouettes assez grandes, voire géantes, qui se dresseraient le long des montagnes Santa Lucia et qui observeraient les passants. D'aucuns disent qu'ils sont reconnaissables à leur chapeau et à leur bâton de marche. Et je crois qu'il vaut mieux pas trop s'en approcher parce qu'ils pourraient te happer et te faire disparaître avec eux. Ils apparaissent surtout au crépuscule et à l'aube. Donc vous imaginez bien, le soleil, je crois qu'il le fut. Ces Dark Watchers ne semblent pas franchement hostiles aux êtres humains, mais il est intéressant de voir qu'ils sont ancrés dans la culture populaire, vu que John Steinbeck, qui a notamment écrit Les raisins de la colère, les raisins, en a parlé dans une de ses œuvres. Dans tous les cas, si tu te promènes le long des montagnes de Santa Lucia et que tu te sens observé du coin de l'œil, méfie-toi. Ok, du coup cette vidéo s'achève dans la joie et la bonne humeur. Non, je déconne, j'ai l'impression d'avoir maudit ta famille sur 10 générations rien qu'à parler de tout ça. C'est bien, je crois que celle qui m'a le plus effrayée pour l'instant, c'est celle du cimetière. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez glauque qui me fait froid dans le dos, mais j'aime pas beaucoup les cimetières, donc ça va être pour ça. S'il y en a une qui m'a un peu plus touchée, par contre, c'est celle de la rue vers l'or. C'est une période que je trouve passionnante depuis que je suis petite, donc forcément le folklore en plus de l'Arizona qu'il y a autour, ça fait plaisir. Et toi alors? Qu'en penses-tu? Quelle histoire as-tu le plus aimé? Quelle histoire as-tu moins aimé? Bon, sachant qu'il nous reste à peu près 45 autres états à voir à l'avenir, on a le temps d'en reparler, hein. En tout cas, fondées au nom, ces histoires n'en restent pas moins passionnantes et pour peu qu'on sache se laisser emporter par des récits tout en gardant un peu d'esprit critique, je trouve que c'est nickel. Le mieux, c'est d'essayer de croiser autant que possible ces sources afin de ne pas se laisser biaiser par nos propres croyances et par les on-dit. Parce que vous savez, hein, les grands orateurs, tout ça, des grandes histoires, ça peut nous retourner le cerveau. On se retrouve donc bientôt pour 5 nouvelles légendes aux États-Unis. En attendant, prends bien soin de toi et fais attention. Apparemment, Slenderman n'est jamais très loin.